Nous sommes ici à Paris, au musée de la Libération Leclerc-Moulin. La libération de Paris en 1944, le général Leclerc, héros de la France libre, et Jean Moulin, le chef de la résistance intérieure de son unification. Mais avant cela, il y eut l'effondrement. Et c'est cela que nous allons revisiter, 1940. Ce moment où la France s'effondre, où une démocratie s'effondre, où une république disparaît. Ce moment où l'extrême droite, les ennemis des idéaux d'égalité, de liberté, de fraternité, a pu prendre sa revanche, comme aujourd'hui, elles essayent de prendre leur revanche. Et nous allons le faire dans ce premier épisode avec un immense historien, le Britannique Julian Jackson. Bienvenue à l'échappée. L'histoire n'est pas la tragédie. Pour comprendre le réel historique, il faut parfois ne pas connaître la fin. Cette phrase est de Pierre Vidal-Naquet, un historien de l'Antiquité, mais un historien dans la cité, très engagé. Et vous la citez à plusieurs reprises, Julian Jackson, dans vos deux livres, dont ce maître ouvrage sur De Gaulle qui a inspiré les films d'Antonin Baudry que tout le monde peut voir aujourd'hui. Et nous allons revisiter tout cela avec vous en reprenant l'histoire par le début. Comment la France s'effondre en 1940, comment une démocratie peut mourir, comment arrivent les catastrophes. Et donc, bienvenue à l'échappée, où nous allons parler de ce passé plein d'à présent. Alors, je vous présente quand même. Julian Jackson, vous êtes professeur à la Queen Mary University de Londres. Vous êtes un spécialiste totalement reconnu de l'histoire contemporaine de la France, et notamment de cette période-là. Et vous avez une particularité, c'est pour ça que je recommande, il ne faut pas seulement se contenter d'aller voir les films, il faut absolument lire. Ça se lit comme un polar. Vous êtes pendant le mois d'août, achetez-le et lisez-le. Une écriture formidable, une grande clarté d'exposition, et avec une particularité, et vous le mentionnez tout de suite en revisitant d'autres biographies de Gaulle, françaises, ce n'est pas une histoire franco-française. Vous travaillez avec toutes les archives britanniques, les archives américaines, et donc ça fait un portrait autrement kaléidoscopique et autrement nuancé. Premier sujet que nous allons revisiter avec vous, c'est un livre précédent qui va apparaître là incessamment sous peu en France, qui s'appelle La Chute, et qui en fait est sur l'année 40, comment la France s'effondre. Et ce qui est frappant dans ce livre, dès le début, vous citez les visites de généraux et d'officiels, dont Churchill, anglais, pendant le mois de juin 40. Et en fait, c'était impensable que la France s'effondre en si peu de temps. Elle était vue comme une France très puissante, une des armées les plus puissantes que l'armée britannique. Et donc, c'est l'improbable qui survient quand la France s'effondre. L'invraisemblable, oui, tout à fait. Et la citation que vous avez faite de Vidal-Naquet résume exactement ce que j'avais essayé de faire dans ce livre, mais également, je pense également dans le livre sur De Gaulle. Juste en parenthèse, en parlant de Gaulle, je voulais montrer, parce que je ne suis pas une biographe de métier, je suis un historien. Et donc, je voulais savoir un peu comment De Gaulle est devenu le personnage qu'il est, mais pas de tirer. Je trouvais que d'autres biographies avaient déjà essayé, en fait, de tirer De Gaulle dans les années 30 vers ce qu'il est devenu. Et je voulais montrer qu'il y avait d'autres possibilités. Comme si c'était une histoire écrite par avant. Oui. Par exemple, la grande biographie, et je dis c'est une grande biographie de Jean Lacouture qui a tout commencé en fait, c'était très important, c'était l'historien qui a réapproprié avec raison De Gaulle pour la gauche. Un historien journaliste. Journaliste, journaliste. Et en fait, mais le problème, s'il y a un problème, c'est qu'il voulait, à mon sens, un peu trop gauchir De Gaulle. C'est-à-dire parce que Lacouture avait besoin d'aimer ses sujets, il voulait toujours voir en puissance le De Gaulle qui est devenu le De Gaulle que nous connaissons, le De Gaulle républicain, entre guillemets, pour aller court, etc. Mais
Pour moi, dans les années 30, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je combats, si vous voulez, une vision téléologique de Oui, mais l'histoire. c'est très intéressant Oui, cette comparaison avec la couture, parce que la couture, c'est sous la présidence de Mitterrand, oui, quand les antigaullistes sont au pouvoir, oui, et lui-même oui. antigaulliste, mais se convertissent Se conver- à la Cinquième à son- République. à son De Gaulle, Voilà. parce qu'il y a beaucoup de Gaulle. Voilà. Mais pour revenir à comment cette citation de Villeneuve s'applique à 40, en anglais, on a cette expression, on parle, les Britanniques et les anglophones, les Américains parlaient de « the fall of France », la chute de la France, qui est quand même une phrase très dramatique. Et c'est pas une phrase que vous utilisez, vous parlez de la défaite, vous parlez en fait de la fin de la démocratie, beaucoup de choses. Mais cette phrase en lui-même n'existe pas. Je pense qu'il y aurait une archéologie intéressante à trouver l'origine de la phrase. Mais je pense que la phrase montre justement à quel point le monde était sidéré parce que c'est arrivé en 40. Comme vous avez dit au début, on pensait que l'armée française était la plus puissante du monde et que c'était un grand pays, etc. Et que la rapidité de cette collapse, comme on dit en anglais, chute, effondrement, a sidéré le monde. Et en fait, pour comprendre, c'est tout un autre sujet, le parti pris anti-gaulliste de Roosevelt, ça vient en partie de... Le président américain, ça vient d'une déception profonde de ce qui est arrivé à la France. Mais Comme si la France n'existait plus. Exactement, ça c'était son propos. Et donc, quand De Gaulle voulait montrer qu'il y avait une France qui existait toujours, pour Roosevelt, la France n'existait plus. Donc, la chute résume justement cette catastrophe. Et je pense que le titre qu'on a choisi pour le livre en français, c'est la chute. Mais je pense qu'il faut distinguer des chutes. Et moi, dans ce livre sur la défaite, je veux échapper de cette idée que la défaite était inéluctable. C'est-à-dire que je veux montrer les contingences. Et dans un sens, le livre est une façon de revisiter, d'une façon un peu plus positive même, la Troisième République. Donc il y a une défaite militaire et il y a après un effondrement de toute la société française presque et de la démocratie française, c'est-à-dire l'instauration du régime de Vichy. Et à la fois, ils sont tout à fait liés, c'est évident. Pétain n'aurait pas existé sans le choc, le désemparement de toute la population française en 40. Donc il y a autre chose qui explique Pétain, mais ça c'est une des choses qui l'explique. C'est une bouée de sauvetage pour une population qui se sent tout à fait abandonnée par ses élites, etc. Pour moi, si je peux résumer en fait, souvent, donc on regarde la France des années 30 et on voit, oh, ça va pas mal, on peut revenir. Et moi, je dis, on pourrait dire la même chose de la société britannique de l'époque. On pourrait dire la même chose de la société. L'idée que la société américaine, que le régime nazi avait trouvé la réponse à tous les problèmes est absurde. Et donc, le danger, c'est que puisqu'on connaît la fin, on voit tout ce qu'on voit par la fin. Mais ça ne veut pas dire que ces choses, ces faiblesses de la société française, de la politique française, n'existaient pas dans les années 30, bien entendu. Mais je dirais plutôt que ces faiblesses étaient plutôt pas la cause de la défaite, mais la cause des conséquences de la défaite, c'est-à-dire de Vichy. Et tout ce qui ressurgit à Vichy est bien entendu lié avec énormément de choses qui se passent dans la France des années 30. Vous démarrez d'ailleurs le livre, La Chute, par vraiment, mais de manière très très méticuleuse, vous revisitez, comme un formidable spécialiste des questions militaires, vous revisitez les questions stratégiques, tactiques, avec le général qui est oublié, Gamelin, hein, qui était en charge, oui, et qui va du coup être un peu effacé de l'histoire, et qui est le rival d'un autre, qui lui est très pétainiste, et va du coup prendre la relève après, qui est Weygand. Et au fond, en revisitant, l'histoire n'est jamais écrite, c'est-à-dire en revisitant ce moment où il y a la ligne Maginot, où on pense que les Ardennes sont infranchissables, et puis finalement les Allemands vont contourner la ligne Maginot, passer par la Belgique, avec une ruse, la ruse de la Cape, comme pour un torero dans l'arène, en allant vers le nord, et puis finalement en descendant et en arrivant très très vite.
Mais en revisitant ça, vous nous montrez comment surgit, et c'est là où il y a le rôle de l'événement. Au fond, comment c'est une divine surprise pour les extrêmes droites françaises. C'est-à-dire cet effondrement, ils ne l'avaient pas calculé. Oui. Et finalement, et ce qui se passe, qui amène le vote pour les pleins pouvoirs à Pétain, où la Troisième République se suicide elle-même, au fond, la majorité des élites économiques, politiques, intellectuelles se convertissent sous le choc. C'est tellement impensable qu'ils se disent ben, c'est fini, ça va durer tout le temps. Ils ne sont pas fascistes pour autant, mais ils acceptent de se dire ben, on va vivre avec ça. Vous avez dit ils se convertissent. Et je pense que ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire, je pense que les germes, si vous voulez, de ce qui les a fait convertir en 40 sont déjà là. Mais je reprends justement cette distinction entre cause et conséquence. Quelle est la cause de quoi? Et donc, oui, je ne suis pas de métier d'historien militaire, du fait militaire, mais il me semblait, ce que je voulais montrer en détail, c'est à quel point presque tout peut être expliqué par des fautes, des erreurs de jugement militaires. Vous pouvez me dire, mais oui, mais le militaire n'est pas séparé de la société. Et en fait, ça c'est une question qui est très difficile de faire les liens de capillarité entre les deux. Mais quand même, je pars de cet événement militaire et je parle des fautes. Mais, par exemple, si je peux faire une comparaison, en 14, je pense que la France n'était pas préparée pour la guerre. La faute stratégique du maréchal, il est devenu le maréchal Joffre, le général Joffre, en 14, était aussi grave. C'est de Gamelin. De Gamelin. C'est-à-dire, il avait cette idée d'une offensive en Lorraine, le plan 18, qui était catastrophique. À 14, la France était sauvée par ce qu'on appelle le miracle de la Marne. C'est-à-dire pour des raisons qu'on peut expliquer. Avec une mobilisation de la société, les fameux taxis de la Marne. Le fait qu'il y avait l'alliance russe et que le général Moltke a pu envoyer des divisions à l'Est parce qu'il pensait que c'était terminé. Une faute faite par des Allemands aussi, etc. Mais la différence avec ça et 40, c'est qu'en 40, à cause de cette pari insensé, on peut dire que les Allemands ont fait, de traverser les Ardennes, de prendre des risques énormes, les Français n'ont pas eu le temps de réagir. Il n'y a pas eu de miracle à Marne. Et donc, puisque ça n'a pas eu lieu, on voit tout en catastrophe. C'est-à-dire, et je cite, je ne sais pas, c'est un peu humoristique. On dit toujours de Joffre, parce que Joffre était énorme, très corpulent. Joffre était solide, il était toujours, il ne paniquait pas, etc. Mais le général était taiseux, comme on dit. Taiseux, oui, mais également, on n'osait pas le déranger quand il dormait, il mangeait beaucoup, il était comme ça. Tandis que le général Korat, qui était le chef de la 9e armée en 40, était également très corpulent. Mais dans les narratifs de 40, donc il est lent, il était paresseux. C'est-à-dire qu'on peut tout écrire à partir de la fin. Et je dirais même que qu'on peut dire que la stratégie des Français en 40 était bonne. Quelle était la stratégie? Que la France devait combattre une guerre longue et qu'à la long terme, la puissance des empires, de l'Empire britannique, l'appui des Américains, etc., l'Empire colonial français, tout ça montrait que la France était en position de gagner une guerre longue. Mais le problème en 40, c'est que la France a perdu la guerre courte. C'est-à-dire... En moins d'un mois. En moins d'un mois. Mais, en fin de compte, la stratégie était bonne. On peut voir, si vous voulez, ce qui est arrivé en 40 comme une bataille de la Marne qui n'avait pas marché, en fait, mais ce que De Gaulle dit le 18 juin, c'est tout à fait il accepte dans un sens cette stratégie le dernier
président du Conseil de la Troisième République, Paul Reynaud, que ça devait être une guerre longue avec les Alliés. Et oui, on a perdu la première manche. Et donc, je pense pas même que cette vision était absurde. Le problème, c'est que pour beaucoup de raisons très contingentes et conjoncturelles, cette bataille a été perdue. Mais De Gaulle avait raison, c'est la bataille de la France, c'est pas la guerre. Mais du coup, passons-en à l'autre étape, parce que vous avez écrit, avant ce De Gaulle, il y a eu un maître ouvrage qui est La France sous l'occupation, hein, où vous donnez toutes les dimensions, y compris complexes, de la société française. Hein, vous revisitez tout cela de manière nuancée, subtile. La France n'est pas que Pétain, n'est pas que Vichy, et vous revisitez ça. Et vous avez fait aussi, ça avait été très remarqué, et discuté par ailleurs, le procès Pétain. D'ailleurs, à la fin du procès Pétain, vous faites, sur ce qu'on vient parler, une uchronie. Vous revisitez différents scénarios, et si, avec cet empire colonial, la France finalement s'était repliée et avait résisté. Enfin, vous racontez tout cela. Mais au fond, pour en revenir à la divine surprise pour les extrêmes droites, antisémites, racistes, autoritaires, qui vont accompagner dans leur diversité la collaboration, quel est votre regard d'historien sur ce témoignage écrit en temps réel à l'été 40, on vient de l'honorer avec le Panthéon, de votre collègue Marc Bloch, spécialiste de la longue durée, avec Lucien Febvre, historien des Annales, qui, au fond, lui, il revisite cet effondrement à chaud. Il écrit ça en août 40. Et il va devenir un héros, un martyr, il va s'engager anonymement dans la résistance et finir en martyr. Et au fond, lui, ce qu'il revisite, c'est cet effondrement moral. Il est totalement presque en écho de ce qu'on va aborder bientôt, qui est l'aventure de De Gaulle. C'est-à-dire, ce qu'il souligne, c'est l'effondrement moral. Quand il fait cet examen de conscience d'un Français, il dit « Moi, je suis un patriote, un ancien combattant, etc., mais je vais être amené à dire du mal de mon pays. » On ne peut pas me comparer à Marc Bloch. Il est un historien tellement grand qui a inventé une nouvelle façon de faire l'histoire. Et c'est très bien qu'il ait, à mon sens, qu'il a été panthéonisé pour beaucoup de raisons. C'est un message au monde contemporain. Il a, en tant que juif qui a souffert, en tant que martyr de la résistance, en tant que grand intellectuel, il a toutes les raisons d'être là. Mais je dois dire que mon livre est un peu un anti-Marc Bloch, je dois dire. Mais pas... je reprends. Marc Bloch est un grand historien. Mais je ne pense pas que ce livre, c'est l'histoire, c'est un témoignage. Et souvent, en fait, avec mes étudiants à Londres, on a étudié ce texte depuis 20 ans dans mes classes parce que c'est magnifique, c'est beau. C'est tellement de phrases saisissantes et c'est bien écrit et c'est drôle quelquefois, en fait. Et sa façon de peindre les généraux en larmes, etc., mais c'est saisissant et beau. Mais je leur pose la question, mais est-ce que vous prenez ce texte comme un ouvrage d'histoire, source secondary source secondaire, et est-ce qu'on le prend comme une source primaire, un témoignage? Et parce que c'est écrit par un historien qui essaie de réfléchir en tant qu'historien sur les événements qu'il a vécus. Et pour moi, c'est un témoignage, c'est un grand... Et il faut dire qu'on ne sait pas ce que Marc Bloch aurait fait avec ce témoignage s'il avait vécu. C'est publié après, avec un titre qu'il n'avait pas choisi, après sa mort. C'est publié en 1946. En 1946, exactement. Et ça ne va être vraiment connu que plusieurs décennies après. Il a écrit dans été 40, quand il est brûlant à la fois de honte et de fureur et de passion. Et donc on peut, en tant qu'historien, prendre des choses, des témoignages, des petites scènes qu'il montre pour notre raison. Mais je trouve que là, il est trop dans le coup. Il est trop... Et je dirais une chose, son pessimisme sur la France des années 30 est déjoué, pour moi,
par son propre existence. C'est-à-dire, là, il montre que peut-être l'école française historique est le plus imaginatif, le plus brillant du monde, grâce à lui et Lucien Febvre. Et donc de dire que la France est une société, ce qu'elle est rosée et fermée, figée, il est la preuve du contraire. C'est-à-dire, il y a tellement de je ne veux pas réhabiliter la Troisième République, mais je veux s'échapper de cette idée qu'on vit cet événement, donc on voit que ce qui mène à cet événement et pas les autres choses. Oui. Et donc, dans un sens, même pour toute l'admiration que n'importe quel historien aurait pour Marc Bloch, mon petit livre est un petit anti-Marc Bloch, c'est pas la seule chose. Non, mais par votre travail, vous mettez en cause les philosophies de l'histoire qui pensent toujours que l'histoire est écrite. Mais en même temps, je vais pas vous contredire, enfin vous proposer de réagir à ce que vous écrivez vous-même en même temps, en écho sur ce qui sera, on va venir à De Gaulle. La défaite de 40, écrivez-vous, n'était peut-être pas inéluctable. Mais le déclin à long terme de la puissance française l'était probablement. Le déclin de la puissance française. Et vous écrivez ça en écho avec cette phrase de De Gaulle. J'ai probablement écrit, dit-il, les dernières pages du livre de notre grandeur. C'est-à-dire, 40, c'est pas seulement l'effondrement d'une république, d'une démocratie, c'est pas seulement la chute de la France. En fait, si on revisite aujourd'hui, dans les résonances de notre crise française aujourd'hui, c'est le moment où la France, qui n'en a peut-être pas tiré les leçons, toujours aujourd'hui, n'est plus une puissance. Et elle est toujours une puissance coloniale, elle a toujours des colonies. Elle a oublié que ce sont les colonies qui l'ont aidée pendant la France libre est une aventure africaine. Il y a tout ça. Mais en fait, cette question de 40 interpelle l'imaginaire de puissance qui est toujours au travail de la politique française. Vous parlez de notre crise actuelle, je dirais nos crises actuelles, parce que je pense que si on sort de la France pour une seconde, on vit une crise des démocraties dans l'Ouest, en fait. Donc, c'est pas nous, on ne va pas parler de mon pays, mais je trouve que la situation démocratique de mon pays et des États-Unis est aussi grave que la France. C'est-à-dire, il y a quelque chose de général, mais on parle ici de la France. Oui. Et oui, je suis d'accord. Mais oui, depuis, je ne sais pas, que ce soit Louis XIV ou Napoléon, la France, oui, il y a un déclin relatif de la France économique, démographique, etc. Et donc, on pourrait poser même la question, pas pourquoi la France a-t-elle perdu, entre guillemets, en 40, mais pourquoi est-ce qu'elle a gagné, entre guillemets, en 18? C'est-à-dire que la France était déjà dépassée démographiquement par les Allemands, économiquement par les Allemands. La France a gagné la Grande Guerre grâce aux alliances, en fait, grâce aux alliés, grâce à, en fait, les Britanniques, à la fin, les Américains qui sont venus tard. Et l'Empire britannique, hein, même la Nouvelle-Zélande est venue. Tout à fait, tout à fait. Et donc, oui, non, je pense que les deux choses ne sont pas contradictoires, en fait. Oui, et en fait, la réflexion et l'action de Gaulle était de jouer sur des idées, parce qu'à la fois, De Gaulle est quelqu'un de très rationnel, qui voit très bien, c'est un homme, un intellectuel qui a une vision de géopolitique. Il n'est pas dupe, si vous voulez, il n'est pas fou. Il voit que la France, qu'il y a un déclin relatif. C'est pas quelque chose qu'il aurait dit en 40, parce qu'en 40, il fallait dire tu n'es pas perdu. Il est contre le discours de décadence de Vichy, parce que le discours de décadence, si on est décadent, c'est pas la peine de se ressurgir, c'est terminé. Et donc De Gaulle devait dire la grandeur, l'honneur. Non, c'était nécessaire. Alors, je pense qu'il le pensait aussi, mais c'était nécessaire tactiquement et stratégiquement. Mais De Gaulle aussi, il y avait un autre côté de Gaulle qui était quelquefois très pessimiste. La fascination avec De Gaulle,
on ne sait jamais s'il est en train d'un peu de jouer. Il y avait un tempérament cyclomitique, donc il était un peu comme ça. Mais également, donc il y a des phrases... cyclotimique, comme on dit. Cyclotimique, oui. Donc il y a des phrases où il dit, je cite parce que ça m'avait saisi, où il dit « Oui, c'est en 67, vers la fin. » Quand il s'identifie totalement à la France. Oui. Mais il dit aussi « Je suis un grand comédien sur une scène de théâtre, mais après mon départ, tout va retomber, etc. » Donc, dans un sens, il sait que c'est une illusion, c'est peut-être trop dire, mais que c'est un jeu, que c'est une lutte de tous les jours, en fait, pour exister. Parce que De Gaulle était, pour moi, je fais la distinction entre deux variétés de nationalisme. Un nationalisme essentialiste, qui est le nationalisme de Vichy. On préserve. Identitaire, d'exclusion. La ruralité, le paysan était d'exclusion. Tandis que pour moi, le nationalisme de De Gaulle était existentiel. C'est-à-dire que c'est pas qu'il préservait une idée figée de la France. On parle toujours de son idée de la France, mais son idée était toujours en mouvement. De Gaulle est toujours en mouvement. De Gaulle sait que pour exister, il faut toujours agir. Et donc, toute l'aventure de Gaulle est justement de faire de ce qu'il peut, de ce qu'il a, en fait. Et donc, il n'est pas... Non, et personne ne peut nier que, c'est pas que la France, que l'Europe, relativement envers d'autres puissances, est en déclin. C'est ce qu'on fait avec qui est intéressant. Ce qui est formidable dans votre livre, alors je rappelle qu'en plus, c'est trop peu cité, je trouve, c'est que vous aviez fait un premier De Gaulle. Oui. Vous étiez déjà... Un essai. Un essai, oui. voilà. En fait, d'abord, il y a dans ce livre, en fait, une défense de l'événement. Et vous montrez qu'en fait, l'intelligence de Gaulle, c'est sa capacité à saisir l'événement, Oui. et vous montrez la complexité. Je vais venir à De Gaulle, mais je voudrais juste dire que ce qui est très bien fait dans le passage au film grand public, parce que c'est une découverte pour les jeunes générations, on vient de parler de la chute, de ce sentiment de sidération des alliés historiques avec les longues alliances, notamment de la Révolution américaine et de la Révolution française, le point de vue de Roosevelt dont vous parliez, c'est ce que montre, en le forçant, le film d'Antonin Baudry, c'est que la France, sans De Gaulle, sans ce sursaut improbable, don-quichotesque de cet homme, Oui. et ensuite de son lien construit par Jean Moulin avec la résistance, eh bien, la France aurait été un protectorat américain. Les États-Unis voyaient, comme pour le Japon, comme ils l'ont fait un peu pour l'Italie, de toute façon, on va s'en occuper, on va gérer ça nous-mêmes. Et au fond, on voit très bien dans les deux films, surtout dans la deuxième partie, oui. on voit cette réalité-là qui est peu connue dans le grand public. On aurait pu être, sans le saut dans le vide Oui. de la France libre, qui sauve une partie des institutions ou des élites françaises minoritaires, Oui. On aurait été un protectorat américain. Oui, en fait, au début, Antonin Baudry voulait appeler le deuxième film L'Amgotte. Et moi, j'ai trouvé c'était une bonne... L'Amgotte, c'est-à-dire cette idée que les Américains avaient pour l'administration américaine, oui, qu'ils ont fait en Italie, par exemple. Et en fin de compte, il l'a pas fait parce qu'il s'est dit, personne ne va connaître. Ça va être un peu mystérieux comme titre. Mais oui, je pense que historiquement, il pousse peut-être un peu trop loin, dans le sens où je pense que les idées des Américaines n'étaient pas aussi claires. Il y avait beaucoup d'idées sur la France, etc. L'Amgotte, peut-être, c'était une des possibilités. Mais sur l'essentiel, c'est vrai. Et ça, c'était tout l'affaire de Gaulle. Mais depuis 40, en fait, contre Churchill, déjà. Le premier film, et mon livre, montre, en fait, toute la relation passionnelle entre De Gaulle et Churchill, tandis que la relation avec Roosevelt était moins passionnelle, c'était plutôt la froideur. Oui, mais on sent le côté joueur de Churchill. Il sent l'aventure. Oui, il sent l'aventure. Et il est également
pris par le côté romanesque aussi, je trouve. Mais l'enjeu est le même dans les deux cas. L'enjeu est le même. C'est-à-dire, quand Churchill donne la micro de la BBC à De Gaulle, c'était pas pour parler comme la France, mais c'était pour parler comme un Français qui se trouve en territoire britannique. Et De Gaulle se voyait comme la France. Et c'est pas une espèce de mégalomanie, je pense qu'il est Jeanne d'Arc, etc. C'est pas ça. C'est un choix stratégique, c'est-à-dire il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de France, il n'y a plus d'État. Il y a un gouvernement qui s'appelle le soi-disant État de Vichy, au régime de Vichy, etc. Mais c'est un pays occupé où il n'y a pas de souveraineté nationale, donc pour moi, ça n'existe pas. Et la question de légalité, illégalité, ça, en fin de compte, pour De Gaulle, n'a pas beaucoup d'importance. Il préfère le mot légitimité. Et pour lui, Vichy, que ce soit légal ou non, ça n'a aucune importance. C'est pas un régime légitime parce que c'est pas un régime qui défend les intérêts des Français. Donc, qu'est-ce que De Gaulle fait depuis le début? Il dit que puisqu'il y a pas de France, quelqu'un doit assumer en attendant la fin. Et donc, mais depuis le début, Churchill a contesté cette idée. Vous n'êtes pas la France, il y a beaucoup de France, etc. Et donc, ça c'était la même chose. On voit un entourage qui s'habitue aux institutions, même les Américains qui ne rompent pas avec Vichy. Tout à fait. Mais s'il n'y a pas s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait pu dire ça, ça voulait dire que la France serait là pour que les Alliés puissent faire ce qu'ils veulent avec, que ce soit Amgot ou autre chose, et donc protectorat ou autre chose. Donc l'important, c'était que la France existe. Et donc ce qu'il fait avec Moulin, d'autres personnes, il construit une espèce d'État en exil. Il rebâtit la France. Et à la fin, il rebâtit une France républicaine. Je ne pense pas forcément c'était son idée du début. En fait, c'est une autre question. Mais De Gaulle s'en fichait un peu de ces questions. Pour lui, c'est l'État qui comptait. Parce que sans un État pour défendre les intérêts de la France peut être l'instrument, la marionnette des Alliés. Donc oui, pour moi, ça c'est l'essentiel. Le futur résistant Marc Bloch, quand il écrit L'étrange défaite, écrit « Il est bon qu'il y ait des hérétiques ». Et donc, voilà. Même si j'ai dit, pas de mal. Non, mais je dois dire que dans un sens, c'est un livre très gaulliste. Bien sûr, bien sûr. De Gaulle n'est pas mentionné, mais c'est tout le fibre de ce livre est gaullien ou gaulliste. Bien sûr. Oui. Et alors, c'est là où il y a, je trouve passionnant et quelque chose qui nous interpelle. Vous-même, vous le dites d'ailleurs dans des entretiens que vous avez faits sur vos itinéraires d'historien. Quand on est, en plus, on vient de parler de Marc Bloch, l'histoire longue, les structures, la société, la complexité, les questions économiques, les questions sociales, etc., on se méfie de l'histoire qui est ramenée aux grands hommes. Oui. On se méfie, en même temps, ce que vous nous mettez sous les yeux, en nous obligeant un peu à penser contre nous-mêmes, en tout cas moi je l'ai lu comme ça, et y compris dans le prolongement par la fiction, par l'écriture, avec la question d'avoir une écriture, comme vous dites, vous n'êtes pas un romancier, mais néanmoins, votre écriture s'approche de comment transmettre, et transmettre par le récit. Il vaut mieux que ce soit pas austère, il vaut mieux que ça entraîne. Oui, oui. Et du coup, le De Gaulle que vous nous montrez, qui est un De Gaulle complexe, vous montrez sa psychologie, vous montrez comment il a, vous l'avez dit tout à l'heure, une idée de la France qui bouge, qui n'est pas figé. Vous montrez qu'il a un côté à la fois romantique, avec un idéal, mais en même temps très pragmatique. Et donc, vous nous obligez à nous dire, au fond, mais il y a un rôle de l'individu dans l'histoire. Oui, tout à fait. Et c'est un peu contre toute ma formation d'historien. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, c'est tout à fait ça, parce que il faut dire que les historiens de métier sont toujours un peu méfiants des biographes, en fait. Moins en Angleterre que chez vous, mais quand même chez nous. Et quand dans mon département d'histoire, je fais une biographie, oui, c'est bon, mais c'est quoi? C'est pas la vraie histoire. Et bon, ma réponse est en partie que oui, mais je pense que le cas de Gaulle montre à quel point les personnalités peuvent
des personnalités, mais il est monumental, il est vraiment extraordinaire. Il n'est pas tout à fait sympathique, mais extraordinaire. Compte. Mais, et il y a le mais qui compte aussi. Donc, sans cette personne, je ne peux pas savoir ce que serait arrivé en France. Sauf qu'un résistant très, très célèbre, qui est devenu très anti-gaulliste, Claude Bourdet, Oui. qui était un combat après la guerre. Et après témoignage chrétien, oui, il a été une figure de l'anticolonialisme, France-Observateur, oui, oui. etc. Un grand journaliste, etc. Et une fois, il a dit, un peu par drôlerie, mais pas ça. Oui, mais si ça n'avait pas été De Gaulle sur la BBC, ça aurait été Dupont et Dumont, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un serait... Je pense qu'il avait tout à fait tort. De Gaulle avait tellement de qualités. Il n'était pas qu'une voix, il était stratégique, tactique, toutes les choses que vous venez de dire. Mais, au même temps, je vais essayer de montrer de ce livre que, à la fois, cette personne, ce personnage a façonné l'histoire, mais l'histoire l'a façonné également. C'est-à-dire, il est devenu ce qu'il ne savait pas qu'il allait devenir. Par exemple, c'est toute la mue démocratique, républicaine. Je ne dis pas que De Gaulle était autoritaire, c'est tout ça très compliqué. Mais le fait qu'il ne parlait pas de la République en 40, tout le monde le sait, que le premier slogan de la France libre, c'était « honneur et patrie », on ne parlait pas de liberté, égalité, fraternité. Ça ne veut pas dire qu'il était anti-républicain. Il est très compliqué. Il a écrit un livre dans les années 30, son dernier livre qui s'appelait « La France et son armée », où il voyait l'histoire de la France à travers tous les régimes. Comme une éternité. Un peu. Mais là, par exemple, il dit du bon de Lazare Carnot, qui aurait été impensable pour Charles Maurras, par exemple, de dire du bon de personne qui a créé les armées révolutionnaires. Et donc, De Gaulle est très... donc, de dire de Gaulle qui devient républicain est faux, il est compliqué. Mais, quand même, ce qui est le gaullisme, ou se métamorphose, change par la confrontation entre l'homme et les événements. Et donc, ce sens, De Gaulle était une création collective. Il était seul, et le film montrait au début, cette merveilleuse scène dans les films, où De Gaulle qui a une petite chambre minable, le personnage inventé du plombier polonais qui est résonance avec des débats européens. Dans le film, on voit sa solitude totale. Mais avec le temps, il devient la création aussi de tous ces mouvements autour de lui. Donc, ce qui est fascinant dans une biographie de Gaulle, c'est le grand homme, le grand personnage, qui est quand même à la fois fabriquant l'histoire et fabriqué par l'histoire. Oui. Et de ce point de vue, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ce que vous racontez dans tous vos livres, c'est de montrer la complexité de la France. Vous vous refusez à la simplifier. Hein. Et ce qu'on voit bien chez De Gaulle, j'ai pensé en vous lisant, vous savez, il y a Péguy, Charles Péguy faisait partie de ses lectures, et Péguy avait déjà senti l'originalité de la philosophie d'Henri Bergson. Et De Gaulle était un lecteur de Bergson aussi. Et j'ai retrouvé, en 1932, Bergson écrit ce qui différencie une culture démocratique, c'est-à-dire une pratique démocratique, d'une pratique autoritaire. Et il dit la devise d'une culture autoritaire, autorité, hiérarchie, fixité. On pourrait dire que De Gaulle prend les deux premières, autorité, hiérarchie, mais pas fixité. Non. Non. Et voilà, oui, tout à fait. Oui. Bergson est obsédé par le mouvement et De Gaulle a pris de Bergson cette idée de mouvement. Mais non, mais tout à fait. Je trouve que je ne connaissais pas cette. C'est une belle. C'est ce qui résume tout à fait. La relation. Alors, on va en venir quand même à la fixité, parce que les films vont faire illusion dans notre débat français à quelques mois de l'élection présidentielle, puisque votre biographie, c'est tout De Gaulle. Donc il n'y a pas que le De Gaulle, le De Gaulle de la France libre, de la résistance. Il y a la suite. Il y a le De Gaulle d'État, le De Gaulle de pouvoir, avec sa part d'ombre, avec, y compris, vous le citez, il dit au fond, il défend l'idée qu'il a rétabli une certaine culture monarchique, pas dans sa vision de la Ve République. C'est-à-dire ce que montre la première partie de l'histoire dans la rencontre avec Jean Moulin, qui force les partis politiques, les syndicats, donc accepter le monde politique d'hier
tel qu'il survit dans la résistance et accepter la vitalité d'une démocratie. Convertissez-vous à la République, etc. Oui. Et le De Gaulle de la Ve République, c'est un principe d'unicité, et où là, le rôle de l'individu dans l'histoire devient le problème de l'individu. Vous qui êtes dans une culture parlementaire britannique et tout, comment vous regardez ça? Mais là aussi, c'est plus compliqué que vous le dites. C'est-à-dire que parmi les bâtisseurs, entre guillemets, de la Ve République, il y avait De Gaulle et il y avait Michel Debré. Et Debré est quelqu'un sa vision de la cinquième, n'était pas la cinquième qui est deux, c'était un peu de récréer en France le système britannique parlementaire, en fait, bizarrement. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Non, mais je veux dire que la cinquième, oui, parce que De Gaulle a créé il a créé quelque chose en deux temps. Il y a eu la Constitution et après l'attentat. C'est le deuxième temps qui compte. Voilà, l'élection au suffrage universel. Je dirais qu'en fait, le début de la cinquième, c'est vraiment 62, c'est après ce qui nous piège aujourd'hui, oui. où on est ramené. C'est où vous êtes aujourd'hui. Et là, je pense qu'il y a quand même une déformation française qui est de trop insister sur les constitutions. Je pense que il y a une phrase que Alphonse Aulard, qui était un grand historien de la Révolution française, qui a dit, en parlant des débuts de la Troisième République, que la République était belle sur l'Empire. C'est-à-dire que on voit toujours on dit en anglais, the grass is always greener, l'herbe est plus verte. Chez le voisin. Je ne connaissais pas votre expression, cette idée. Oui. C'est-à-dire, donc oui, je pense que, dans un sens, une raison pour laquelle, parce que je réponds à votre question, mais j'ai mais un peu avec une parenthèse, parce que mon livre sur les années, sur la défaite de 40 n'est pas simplement un livre anti-bloc, c'est pas le mot, mais qui essaie un peu de corriger le tir et en fait de nous sauver des lectures trop simplistes de bloc, en fait, qui étaient pas simplistes. Lecture engagée. Oui, c'est au fond la propédeutique avant de basculer dans la résistance et de refuser l'exil, etc. Voilà. Mais en fait, la plupart des historiens français de la défaite ont plutôt cette vision pessimiste des années 37. Dans un sens, mon livre sur la défaite de 40 est une façon de nous dire qu'il faut revoir la Troisième République. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas, oui, mais quand même, voyez les réussites de la Troisième République, qui avait su préserver la France du fascisme, en fait, d'extrême droite, avec l'élection du Front populaire, qui n'a pas été tout à fait une réussite, mais quand même ça existait, qui a réarmé la France, parce qu'il faut savoir que la France a pu se réarmer tout en gardant, mais pas par les moyens allemands, mais tout en gardant une certaine démocratie, si vous voulez. Et donc, si on prend par exemple, notre vie est toujours faite de livres qu'on n'a pas écrits. Et j'avais longtemps l'idée de faire une biographie de Paul Reynaud, qui est tout à fait oublié. Le dernier président du Conseil. Qui est tout à fait oublié maintenant, mais il se trouvait qu'il était à la fois au gouvernement en 40 et au moment de Dien Bien Phu, après en 54. Donc il a vécu les deux désastres. Il n'était pas président du Conseil, mais... Donc, et il me semblait un homme très intelligent, un conservateur. Il était à droite, ça c'est sans dire, mais libéral quand même, en fait, qui croyait à la démocratie, qui était dans un sens un Pierre Mendès France de droite, si vous voulez, qui n'a pas réussi en 40. Mais je voulais montrer que quand même, il y a des côtés positifs de la troisième, il y a des côtés positifs de la quatrième. De Gaulle a hérité beaucoup de bonnes choses. La France n'a pas recommencé à zéro en 58. En fait, pas juste pour prendre un exemple. Les 30 Glorieuses ont commencé avant 58. Le rapprochement avec l'Allemagne, c'est pas De Gaulle qui l'a créé. Ça a été commencé avec Jean Monnet, d'autres Schumann, beaucoup d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de réussites de troisième, quatrième, et beaucoup de réussites de cinquième. C'est-à-dire, moi, je dis pas qu'il n'y a pas de problème politique en France actuellement. Je suis très inquiet pour vous comme pour nous, je veux dire, etc. Mais je pense pas qu'une possible sixième république serait la solution, personnellement. Donc, je m'intéresse pas trop.
aux textes. Nous sommes dans une sacralisation institutionnelle. Je pense que ça vient de la Révolution, c'est-à-dire on était toujours en train depuis l'abbé Sieyès, qui passait son temps à fabriquer des constitutions encore plus parfaites qui n'étaient jamais appliquées. Donc non, les problèmes actuels sont profonds, mais je suis un peu sceptique sur cette idée. Oui, on pourrait, il y a un côté trop autoritaire, etc. Mais là, je me méfie un peu de cette. Mais peut-être ça vient de ma situation pragmatique de Britannique. Mais voyez-nous, est-ce que notre entre guillemets constitution montre que nous avons trouvé la solution? Mais c'est catastrophique. Est-ce que cette constitution américaine a trouvé? Mais c'est catastrophique. Donc, constitution, je me méfie un peu. Alors justement, parce que ce que vous venez de dire l'illustre, c'est qu'on oublie, avec le succès de ce De Gaulle, et déjà il y avait eu le procès Pétain avait été très remarqué, qu'en fait votre premier ouvrage qui est toujours pas traduit, mais sur la France, c'est Le Front populaire. Juste avant, vous faites une étude d'histoire économique sur comment la France, mais vous faites un livre qu'il faudrait traduire, avis aux éditeurs, hein, sur le Front populaire. C'est-à-dire que vous montrez la vitalité française, hein, de ces années 30. Une question personnelle. Pourquoi la France ? Pourquoi cet amour ? Pourquoi cette passion ? Et encore une fois, vous en rendez compte par l'écriture de manière formidable, hein, c'est vraiment une histoire sensible, une histoire voilà, à la fois rigoureuse et sensible, complexe et qui nous emporte. Pourquoi la France ? Là, je suis, ça serait un exercice égoïste. Je sais pas. Je dirais que une chose, en fait, je viens d'une famille intellectuelle. Mon père était économiste. Moi, en fait, ma mère était juive allemande réfugiée en Angleterre. Donc, je suis heureusement un citoyen européen maintenant depuis Brexit, grâce au fait que les Allemands m'ont restitué la nationalité. La nationalité par ma mère qui en était déchue, etc. Et donc j'aurais pu peut-être devenir un historien de l'Allemagne, mais ma mère m'a pas fait parler l'allemand, même si elle était bilingue. Elle est devenue traductrice aussi des grands livres d'ouvrages de Fritz Fischer, etc. Mon père était vraiment un intellectuel, en fait, économiste qui était vraiment, lui, passionné pour la France. Je sais aucune idée pourquoi, mais je donne un exemple, en fait. Quand j'ai commencé le livre que j'ai presque terminé, un livre que j'ai écrit sur André Gide, qui est votre travail actuel, qui est presque terminé, et en fait j'ai commencé à acheter des livres de Gide et sur Gide, et je voyais après j'en en avais déjà, parce que mon père achetait énormément de choses. Mais pourquoi est-ce qu'il achetait des choses de Gide? Parce que c'était un peu notre culture. Francophilie. Francophilie. Et donc peut-être j'ai hérité un peu de ça, c'est-à-dire que je dois dire que mes romanciers préférés, ma nourriture préférée, c'est peut-être un peu banal, mes films préférés, si je devais choisir mes 3 films préférés, ce seraient des films français, en fait. Et mon ouvrage littéraire préféré, c'est Proust de très loin. Et donc je pense que je me baigne dans la France. Mais je dirais juste une autre chose. Juste avant d'aller à l'université de Cambridge, je faisais une petite stage pour perfectionner mon français à Aix-en-Provence, dans une école de langue. Et j'ai rencontré quelqu'un, une fille même âge que moi, en fait, on s'est sympathisé, une fille française, on s'est sympathisé, etc. Et j'ai raconté cette histoire très souvent, mais ça m'a quand même frappé à l'époque. Donc j'avais 18 ans, j'étais juste avant d'aller à l'université. Et donc ça, c'était en 73, donc c'était 3 années après la mort de Gaulle. Et j'étais invité à rencontrer sa famille. Tout le monde c'était très bien. Et puis j'ai dit, j'ai aucune idée pourquoi, j'ai mentionné le nom de Gaulle, parce qu'il quand même il était mort depuis pas très longtemps, etc. Pompidou était président à l'époque. Et j'ai mentionné De Gaulle. Et puis, c'était un peu comme le dessin de Caran d'Ache pour l'affaire Dreyfus. Tout le monde était anti-gaulliste. Et j'ai compris après, en fait, parce que c'était une famille tout à fait non. En fait, cette fille... Famille de droite ou de gauche? Je vais vous dire. Et cette fille pour montrer notre amitié, je ne l'avais pas revue depuis très longtemps, elle m'a donné comme cadeau le programme commun
de la gauche, de la gauche, Parti communiste, Parti pour socialiste. montrer à quel point on était des jeunes personnes sérieuses. Mais pourquoi? C'était parce que je n'avais pas compris que sa famille était une famille pied noir. Et donc c'était, comme beaucoup dans la région. Ah, donc c'était la haine du De Gaulle, le décolonisateur. Oui, tout à fait. C'était la haine qui... Et moi, un autre livre que j'ai jamais écrit aurait eu le titre, j'en ai écrit beaucoup, mais je n'ai pas terminé, le titre De Gaulle, le pour et le contre, parce que j'ai fasciné. Maintenant, on fait de Gaulle cette espèce de légende, mais on oublie à quel point il était détesté. Et ça m'avait frappé juste avant d'aller à l'université de voir un pays où on peut à ce point être passionné pour la politique, cette détestation. Et il ne faut pas caricaturer notre vie politique, il y a beaucoup de hauts et de bas, etc. Mais quand même, j'avais jamais été témoin de quelque chose d'aussi viscéral. Et que c'est quand même, je me suis dit, je ne peux pas dire que j'ai décidé ce jour-là d'être historien français, mais ça c'est resté comme idée. C'est bien ce que vous avez raconté parce que ça montre comment vous lire, ça nous aère un peu, ça nous met de l'air par rapport à certaines de nos crispations ou de nos régressions. Dans votre œuvre, il y a un livre qui a beaucoup marqué, qui a été très pionnier, qui est Arcadie, sur ce mouvement homosexuel. Vous êtes homosexuel, vous remerciez votre compagnon de vie dans chaque livre, parce que vous vous dites, voilà, il est obligé de vivre avec De Gaulle, et tout ça prend beaucoup de place. Mais Arcadie, on va l'évoquer très rapidement, parce que j'incite à le lire, c'est donc un premier mouvement homosexuel qui, bien avant les mouvements un peu radicaux des années 70, mais sur la continuité de Vichy, comment le conservatisme a continué. Et c'était ce que montrait Paxton quand il a fait la France de Vichy. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture. La France d'après garde beaucoup de choses de Vichy. Et dans ce cas gardé, on l'a oublié, mais parmi d'autres choses terribles, 1942, cette loi du 6 août 1942, enfin c'est des fausses lois, elles ne sont pas votées, qui criminalise l'homosexualité, qui ne sera abolie qu'en entre mineurs. Entre mineurs, mais qui ne sera abolie qu'en 82, qu'en 82. Et déjà, sous De Gaulle, en juillet 60, il y a un texte qui classe l'homosexualité parmi les fléaux sociaux. À l'abondement, Mirguet, c'était un sénateur gaulliste très à droite, etc. Donc c'est ce que je veux dire par rapport même à nos débats actuels, la longue durée du pétainisme comme vieille droite, rancie, contre les minorités, raciste, contre les minorités de genre, contre les minorités d'origine, d'apparence. Tout ça fait partie de l'histoire française. Oui, sauf que là, je ne suis pas d'accord. Allez-y. Dans ce sens-là, en fait, Arcadie, c'est toute une autre histoire, mais juste pour dire que le contexte d'Arcadie, qui était fondé en 54, c'est-à-dire un peu après la libération, en fait, l'homophobie, c'est pas un mot qu'on utilisait à l'époque, mais on dirait pour aller court, était aussi ancré. De Gaulle, le gouvernement provisoire de Gaulle a repris la législation de Vichy, que les démocrates chrétiens, le MRP et le Parti communiste avaient un discours masculiniste très, très anti-homosexuel dans les années 50. Et ça précédait, et la loi de Vichy avait beaucoup de racines déjà dans une homophobie des années 30, etc. Donc ça, c'est une longue histoire. Mais là, je peux dire beaucoup de mal de Vichy. On pourrait parler pendant 1 heure sur tout ce que je pense de Vichy. Mais là, je pense qu'il Ce n'est pas que Vichy. C'est pas que Vichy. Là, je veux incriminer quelque chose de plus grand. C'est comme pour le sexisme, c'est comme la domination des femmes. Voilà. On peut dire énormément de choses sur Vichy. On n'a pas eu le temps. Mais là, je pense pas que c'est la racine de cette histoire. Oui, non, de toute façon, on va revisiter dans les autres émissions de cette série sur Vichy. Toujours en vous lisant, j'ai pensé, puisque au fond, ce que vous travaillez, c'est, comment dire, à la fois le côté improbable de l'événement, et comment on ne s'y attend pas,
Oui. Et comment là, on a rendez-vous avec nous-mêmes, et Dieu sait si notre époque aussi, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes face à Trump, Poutine et plein d'autres. Et j'ai pensé, vous vous souvenez que Hannah Arendt, quand elle avait repris cette phrase de David Rousset, qui est notre Primo Levi, dans l'univers concentrationnaire, il revenait de concentration, il a aussi fait les jours de notre mort, et elle avait repris cette phrase, « Les hommes normaux ne savent pas que tout est possible. Même si les témoignages, on parlait de témoignages à propos de Marc Bloch, même si les témoignages forcent leur intelligence à admettre, leurs muscles ne croient pas. » Et je trouve que cette phrase fait écho, quand on vous lit, à notre présence. On voit bien qu'il y a une catastrophe en cours. Mais certains n'arrivent pas à y croire toujours. C'est le bal du Titanic. Il continue à aller dans l'iceberg. Je reviens je pense que c'est quelque chose que vous avez dit tout au début. Vous avez parlé des conversions des personnages. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui... je suis quand même fasciné par cette question. Donc on prend des gens... des libéraux, si vous voulez, entre guillemets, des années 30, qui sont devenus en fait, des autoritaires sous Vichy. Et des fascistes dans leur pratique. Quelquefois, c'est des... Mais je ne parle pas de gens comme, forcément comme qui vous m'intéressent moins, comme Déa ou Bergerie ou Doriot. Je pense plutôt que quelqu'un qu'on peut oublier, Barthélemy, Romier, des libéraux, des gens du Figaro, on dirait aujourd'hui, mais qui, dans un contexte, peuvent virer, c'est-à-dire que quand on voit les États-Unis aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce que ces gens qui entourent Trump peuvent accepter, parler, assumer? Et donc je pense que la capacité des... Je ne sais pas s'il m'exprime très bien, mais à quel point toute une culture politique peut basculer et que les gens qui pensaient une chose peuvent penser, pas exactement le contraire, mais quelque chose de très différent, sans même le comprendre. Et on voit ça chez vous, on voit chez nous aussi, je dois dire, en fait, à quel point ce qui était de droite est maintenant ce qu'on pense. Pour moi, en tant que citoyen, si j'étais français, j'essayerais de sauver la démocratie française à la dernière élection. Mais je pense que moi, personnellement, je me rabattrais sur quelqu'un qui aurait été pour moi impensable il y a 20 ans. Mais on a tellement changé, le centre est tellement... Donc, je pense qu'à quel point on pense qu'on a des idées fixes. On a ces idées sur la société libérale, la démocratie, etc. Mais à quel point c'est contingent, à quel point... Et je prends des gens sur... Des carrières m'intéressent beaucoup. J'étais très intéressé pendant une période par le grand économiste François Peyroux, qui est un peu oublié maintenant, mais qui était vraiment très important dans les années 50, comme la personne qui incorporait la pensée keynésienne en France. Et là, je voulais une petite anecdote de mon père, en fait, qui est économiste, qui était en Angleterre. Peyroux, juste après la Libération, Peyroux est arrivé à Cambridge. Mon père n'était pas à Cambridge parce qu'il voulait apprendre toute la pensée nouvelle britannique sur l'économie, et mon père était keynésien, donc il m'a raconté cette histoire quand j'étais jeune, et le grand Peyroux qui est venu, qui était apparemment très sourd, et donc il avait une espèce de trompette, un peu comme le tournesol, le professeur Tournesol. Et donc Peyroux était très important à la fois pour ça, pour la planification, pour la pensée sur la pour la tiers-monde, etc. Très important, mais vichyiste à 100%. Oui. Comme d'autres. Comme dans un sens, Beuve-Méry n'était pas 100% ou beaucoup. Donc, ce que je veux montrer, c'est que, et je ne dis pas que ces gens étaient hypocrites, ça, c'est pas le mot, c'est pas de l'hypocrisie. Mais c'est le fondateur du monde. Hein. Oui, tout à fait. C'est de l'adaptation, c'est de contingence, c'est beaucoup. Et c'est ça qui est terrifiant pour ce qu'on pense être solide, comme beaucoup de mes collègues
français et américain. Robert Paxton, après, on était en communication après les événements du Capitole, la tentative de coup d'État. Et j'ai dit à Paxton, mais j'ai tout de suite pensé à le 6 février 34. Ça m'a fait. Et on en a beaucoup à penser la même chose, etc. Donc, oui, on pense qu'on est sur un terrain solide, mais ce n'est pas solide, et ça, c'est terrifiant. C'est bien, c'est l'alerte que l'on ressent en vous lisant. Et merci de l'avoir souligné. Vous avez mentionné le professeur Tournesol, juste en clin d'œil, vous le rappelez. Au fond, vous savez, dit De Gaulle à Malraux, mon seul rival international, c'est Tintin. Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s'en aperçoit pas à cause de ma taille. Magnifique. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est beau. C'est Malraux. Malraux. Oui, mais c'est beau. Voilà. Oui. Merci Julian Jackson, et rendez-vous pour la suite avec le 2e épisode de cette série où on parlera du vichisme et de cette dictature pétainiste. Merci. Mediapart.